Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine internationale des archives, nous avons mis en lumière des femmes. Nous n'avons pas attendu d'abord forcément de les mettre en lumière au niveau de la Journée internationale de la femme, mais cette fois-ci, nous mettons en lumière la femme parce que aujourd'hui en Afrique, c'est la femme qui contribue énormément à l'évolution du métier. Historiquement, le domaine des archives a été majoritairement masculin et les femmes ont souvent joué un rôle discret mais essentiel dans la préservation et la gestion des archives. Donc, pour ce thème, nous allons rentrer un peu dans un petit contexte et présentation et dire que la contribution des femmes s'étend de la collecte de la conservation des documents jusqu'à la recherche et à la mise en valeur des fonds archivistiques. Cependant, au fil du temps, elles ont progressivement gagné en importance et en reconnaissance. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le domaine des archives. Elles occupent des postes à tous les niveaux, de l'archiviste débutant aux différents responsables, voire directeurs, et même à des postes de responsabilité au niveau des institutions. Elles sont également très présentes dans les associations professionnelles et les instances de décision. Une influence discrète mais essentielle, car cela a considérablement contribué à la construction et à l'évolution de la profession. Effectivement, aujourd'hui, quand nous observons bien l'évolution de notre métier, c'est les femmes qui sont plus en tête et c'est à applaudir. Quand nous regardons aujourd'hui au niveau du Conseil national des archives, c'est une femme qui est la responsable. Au niveau du programme Afrique, c'est une femme également qui est la responsable. Et dans nos différentes associations, quand nous regardons aussi sur le continent, nous avons beaucoup de dames qui occupent des grandes responsabilités au niveau des archives nationales, au niveau des associations et pratiquement au niveau aussi des projets. Donc, cette mise en lumière aujourd'hui, c'est pour reconnaître le potentiel des femmes dans le domaine des archives en Afrique, mais aussi c'est pour donner cette lumière-là qu'elles méritent. Parce qu'elles influencent, certes, mais ce n'est pas perçu. Elles influencent beaucoup, mais ce n'est pas perçu. Ce thème-là a été décidé, il peut dire, en rapport avec ma vice-présidente, qui, elle, milite beaucoup pour la femme, et je salue au passage son dynamisme. Nous pouvons observer ici que les efforts que les femmes mènent sur les différentes sections au niveau de l'archivage, bien que cela soit discret, ces influences de ces dames-là arrivent à profondément contribuer à façonner notre compréhension de l'archivage, mais sur ces différentes palettes. Parce que la femme sait rendre les choses, sait façonner les choses et sait aussi les décrire en fait. Donc, avoir une femme archiviste dynamique aujourd'hui en Afrique, pour nous, c'est un atout. Et pour nous qui sommes les hommes, c'est un atout d'apprendre auprès de ces dames-là qui sont devenues des pionnières, qui ont apporté beaucoup au niveau des archives en Afrique. D'où nous avons eu la chance de sélectionner trois dames qui vont nous accompagner durant ce webinaire, qui vont nous donner un peu un aperçu de leur parcours, qui vont nous donner un peu un aperçu de leur témoignage et de ce qu'elles ont pu traverser comme difficulté, quelles sont les solutions qu'elles ont données, quelles sont les pratiques qu'elles ont eu à mettre en place pour pouvoir se faire entendre durant leur carrière. Et sans plus tarder, nous allons déjà chercher à présenter nos dames dynamiques qui arrivent. Ici, en premier lieu, nous allons présenter Madame Estelle Obé, épouse Zogessi. Celle-là même qui est le cœur même de notre évolution parce qu'elle arrive à tout moment à nous donner en fait une visibilité sur les actions que nous devons mener. Madame Estelle Obé est responsable des archives auprès d'une institution d'État au niveau du Gabon. Elle est également membre active au niveau de la branche régionale de l'ICA, au niveau de l'Afrique centrale, c'est-à-dire de Sénabika. Elle est trésorière. Elle est membre active aussi au niveau de l'association des documentalistes du Gabon, d'où elle a eu la chance de diriger aussi cette association pendant près de 5 ans. En deuxième position, nous avons Aimé Fadjako, une jeune dame dynamique également. Celle-là même qui, aujourd'hui, prône l'archivage au niveau du Togo. Elle est responsable du cabinet Top Archivage, un cabinet d'archivistes et d'archivage. C'est rare de trouver des dames qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais elle s'y est donnée et aujourd'hui, ça porte fruit. En plus de cela, elle est l'initiatrice du Salon de l'information documentaire au Togo. Cette activité vient à lever le voile sur la gestion documentaire au Togo. En quelque temps, cette dame arrive à s'imposer, et m'excuser, je n'ai pas fait passer le nom,
arrive à s'imposer et à donner une autre visibilité de l'archivage au niveau du Togo et voire de l'Afrique, parce qu'elle fait donner euh, le ton aux archivistes eux-mêmes. En troisième position, nous avons notre grande dame, docteur Cécile Koulibaly, épouse Ouattara. Elle est PhD en sciences de l'information et elle est enseignante-chercheur. Elle est sous-directrice en charge des commissions scientifiques à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, coordinatrice des activités techniques de la Bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Elle est impliquée dans la mise en œuvre de plusieurs projets, dont le Consortium national ORCID, la science ouverte en énergie renouvelable et changement climatique, Open Access Week, Symposium national. Elle est également membre du groupe de travail francophone sur les ressources éducatives libres, en parenthèse REL, du groupe de travail pour l'élaboration de la politique nationale de la science ouverte, du conseil d'administration. Elle est membre aussi du conseil d'administration de l'African Open Science Platform. Sincèrement, il y a tellement à dire sur Dr Cécile, mais nous allons laisser le temps à chacun d'entre nous de découvrir encore au travers d'elle-même son témoignage et de ce qu'elle va avoir à nous partager. Voici ici présentées nos grandes dames qui vont nous conduire dans ce temps. Femmes leaders dans le domaine des archives. Pour cette section, nous mettons un peu en avant la spécificité de l'approche féminine dans le domaine des archives. Nous cherchons à savoir comment ces grandes dames, comment dans un monde aussi compliqué qui est le nôtre en Afrique, qui est rempli de défis, ces dames-là arrivent à tirer l'épingle du jeu, mais elles arrivent aussi à rehausser le niveau de l'archivage en Afrique et à faire parler même du métier au-delà même des frontières du continent. Donc, ici, on va chercher à découvrir un peu le parcours inspirant de chaque personne, le parcours inspirant les réalisations remarquables des archivistes et explorer aussi ce qu'elles ont eu à mettre en place, les impacts positifs dans leurs différentes actions et aussi ce qu'elles ont eu à traverser et comme situation, peut dire, intéressante. Donc, pour cette première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir en quoi votre approche en tant que femme archiviste a arrivé à contribuer à la valorisation du patrimoine documentaire en Afrique. Madame Koubé, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Landry. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut déjà dire que c'est compliqué déjà pour une femme. C'est très compliqué. Et encore dans les archives, c'est pire que tout, métier méconnu, mal connu, comment arriver à sortir son épingle du jeu. La première chose, c'est de prendre conscience de son individualité et de sa particularité. Je pense que ça part de là. Se mettre au travail, se mettre vraiment au travail. Et la femme a cette spécificité, c'est que elle est consciente de la parole donnée, dont elle respecte ses engagements. Elle est très résiliente. Consciente également qu'elle est capable d'influencer les hommes. Donc, en ce qui me concerne, c'est dire que lorsqu'il y a des activités, moi, je cherche vraiment à être là présente. Pas, mais participer, hein, pas assister. Je n'assiste pas, mais je participe. Je donne mon point de vue et ce qui a permis que, je peux quand même dire, euh, je peux dire qu'aujourd'hui, parfois, lorsqu'on a envie de faire des choses, on fait quand même appel à moi parce que je suis présente. Donc, avec notre sensibilité, on a toujours quelque chose à apporter. Et également, la femme est au niveau de la créativité, on a toujours cet esprit assez ouvert. Donc, c'est un apport en ce qui concerne vraiment les archives. Nous sommes également aptes à coopérer, nous sommes intuitives, c'est des vrais, c'est une puissance et un vecteur de changement. Donc, c'est dire que il faut vraiment être cette personne-là qui cherche à comprendre, qui ne se donne pas les limites, qui ne se donne pas les limites et qui veut apporter quelque chose. Et je pense que c'est ce qui m'emmène
à faire tout ce que je fais. C'est vrai que dans la présentation, Landry a oublié quand même de mettre que je donne aussi également formatrice au niveau des universités. Un des rôles plus ou moins fondamentaux au niveau des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des éducatrices innées. Donc, on va dire que pour moi, la femme doit rester présente et être elle-même, être vraiment elle-même. Nous avons ces aptitudes innées que les hommes n'ont pas et ce sont grâce à ces aptitudes-là qu'on arrive à sortir vraiment de ces problèmes de ce petit milieu cocon archive, des archives qu'on bon, on ne voit pas et autres. Et nous avons aussi cette capacité à gérer les problèmes dans le calme. On ne se plaint pas trop comme les hommes. Nous, on cherche à trouver des solutions. Voilà. Waouh, vraiment. Avec cette approche-là, ils comprennent maintenant comment les femmes sont arrivées à vraiment dominer le secteur. Merci beaucoup, Madame Aubé. Et pour ce deuxième point, je vous dirais encore, il y a encore une autre question qui me trottine à la tête pour cette section. J'aimerais dire aussi, comment, ça, c'est une question que j'adresse à Madame Emifa. Emifa, vous êtes là? Emifa Diabo? Oui, oui, je suis là. D'accord, enchanté, bonjour encore. Bonjour. Ici, c'est la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours et les événements clés qui vous ont amené à exceller dans le domaine des archives, notamment au Togo, parce que aussi, c'est vrai que c'est au Togo que vous avez excellé, mais sachez que votre parcours aussi est inspirant et beaucoup de femmes cherchent à connaître un peu ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a amené aussi à vraiment exceller dans ce domaine. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je suis vraiment contente de participer à ce webinaire pour que tous ensemble, nous puissions dévoiler les secrets pour pouvoir réussir la visibilité de notre métier. Concernant mon parcours, je dirais que après mon bac littéraire, j'ai eu un certificat de maîtrise en anglais à l'Université de Legon. Après la licence, j'ai obtenu mon master à l'EBAD. Donc, en 2000, j'ai commencé à travailler à Orange Sénégal. Après, je suis partie en Gambie et je suis revenue au Togo où j'ai travaillé à l'ONG Afrique. Et depuis 2020, je suis responsable de mon cabinet. J'ai été chargée aussi de cours de 2019 à 2022 à l'UCAS, l'Université pour les étudiants en licence en archives. Ce que je peux dire est que quand j'ai commencé mes cours, étant un métier un peu méconnu, j'ai essayé de m'assigner comme mission de la valoriser. Donc, dès la première année, j'ai commencé à en parler dans ma communauté parce que j'étais à Dakar. Donc, avec les autres compatriotes, je parlais de l'EBAD, je les indiquais l'école. Ensuite, dans ma chorale, et pour pouvoir amener les choristes à s'intéresser à ce métier, je m'étais proposée en tant qu'archiviste pour arranger, ranger les partitions et tout. Donc, après avoir fait 3 mois, 4 mois, et ils ont constaté vraiment la pertinence, les années suivantes, le bureau a décidé de choisir un archiviste parmi les membres du bureau. Ce qui m'a encore poussée à donner plus de visibilité sur ce métier est que, étant étudiante, je faisais mon stage à la direction des archives du Sénégal et en 2011, le Warbika devait sortir les journaux. Donc, un portait sur la gestion des archives audiovisuelles en Afrique de l'Ouest et l'autre sur les archives hospitalières. Et il s'avérait que le correspondant du Togo n'avait pas envoyé l'article du Togo. Et j'avais seulement une journée pour pouvoir écrire un petit article qui doit parler sur la gestion des archives audiovisuelles en Afrique, genre au Togo. Et c'était un peu un défi que j'avais essayé de relever parce que étant hors du pays, je devais avoir les informations. Donc, le fait de contacter les gens et d'avoir produit ce document en une journée qui est présenté dans le Warbika 6 2011 a été je dirais, un challenge que j'ai réussi et je me suis dit, il faut alors que je m'engage plus à aller de l'avant.
Donc, étant en Gambie, j'étais technico-commerciale et je devais aller vers les entreprises pour pouvoir avoir des marchés. Et j'avais rencontré des difficultés parce que les gens ne comprenaient pas vraiment le métier, donc ils n'étaient pas ouverts. Donc, ça m'a poussé encore à sensibiliser les gens pour qu'ils puissent comprendre vraiment l'importance du métier et en utilisant les termes faciles. Et en plus de ça, arrivé au Togo, j'avais vu que c'est le métier un peu méconnu et je n'arrivais pas à avoir du boulot parce que c'est un métier un peu rare. Donc, je me suis dit, il faut que je sensibilise, non pas pour moi-même, mais pour les jeunes, parce que quand tu parles d'archiviste au Togo, beaucoup te posent la question, c'est comment, même la direction des archives n'est pas fréquentée et tout, donc ça devient un poids. Et étant passionnée de ce métier, je me dis que je ne pourrais pas rester les mains croisées pour pouvoir valoriser ce métier. Donc, avec mon cabinet, j'organise des séances de sensibilisation dont j'avais commencé d'abord par les associations. Étant entrepreneur, donc je l'ai fait avec les femmes entrepreneurs. Et après, j'aidais les amis qui ont des cabinets médicaux, qui ont des écoles à pouvoir arranger, organiser leurs documents. Et c'est donc toujours dans l'initiative de pouvoir valoriser le métier qu'en 2022, j'ai célébré pour la première fois au Togo la Journée internationale des archives sous forme de journée porte ouverte pour pouvoir rassembler les entreprises et leur montrer l'impact vraiment de l'archiviste dans leur entreprise. Et c'est toujours dans cet élan de visibilité, de promotion du métier que le Salon de l'information documentaire a été mis en place et a été fait. Donc voilà un peu le parcours. Et pour parler des difficultés, il y en a plein, hein, et le problème, moi particulièrement, étant une femme qui se bat pour la visibilité, je n'ai pas souvent les moyens pour y arriver. Étant étudiante, quand je voulais valoriser les choses de mon pays, par exemple, quand je voulais faire le répertoire sur les archives du Togo qui étaient conservées dans le fonds AOF, j'ai pas eu de soutien. Et quand je voulais faire la valorisation des fonds iconographiques du Togo à l'IFON, j'ai pas eu de soutien. Donc, je me dis peut-être qu'ils n'ont pas compris. Donc, tous ces refus me donnaient la rage de pouvoir valoriser le métier pour que les gens puissent comprendre vraiment ce que c'est. Voilà en quelque sorte les difficultés. L'autre difficulté que je peux dire qui m'a un peu je dirais choquée, c'est ma participation au STIA 2023 l'année passée. J'ai été la candidate, mais malheureusement, l'ambassade a refusé de m'accompagner. Et malgré mon propre besoin, mon propre envie d'y aller, ils m'ont refusé le visa. Et tout ce que j'ai eu à faire, bon, mes directeurs, les gens n'ont pas voulu accompagner, soit disant, ça sert à quoi d'aller représenter le Togo. Donc, je me dis, bon, il y a toujours un souci. Et moi, dans mon coin, je continue toujours de valoriser mon métier, c'est ce que je fais et vous avez vu et que vous avez apprécié. Donc voilà un peu les petites difficultés que j'ai eues au cours de mon parcours. Waouh, vraiment, un parcours inspirant. Merci encore, Ebefa, merci pour ces dévouements. Parce que là, tu démontres qu'on ne doit pas baisser les bras, mais aussi tu démontres qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui minent l'Afrique. Parce que pratiquement dans tous les États, c'est les mêmes réalités que nous vivons. Et nous avons l'impression d'être de la même famille, même père, même mère. C'est les mêmes réalités partout. C'est vrai que tu as déjà dévancé un peu notre slide qui va suivre. Ça passe, mais déjà poser une dernière question à notre unique docteur. Docteur Cécile Koulibaly, nous aimerions savoir quels sont Oui. les impacts concrets de votre travail et de votre leadership sur le domaine des archives en Afrique. Vu votre parcours, vu ce que vous avez accompli, nous aimerions avoir une idée un peu de ce que vous avez eu à apporter, qu'est-ce que ça a eu à changer, une visibilité un peu sur le domaine des archives en Afrique et aussi au niveau de la Côte d'Ivoire où vous êtes. D'accord. Merci beaucoup, Landry, pour m'avoir associé à ce webinaire. Voilà. Je ne peux pas tout dire parce que le panel est limité dans le temps, mais ce que je peux peut-être aborder, c'est la passion qui anime les deux précédentes intervenantes.
Et je peux dire que également, c'est cette passion qui m'anime. C'est pas d'abord ce que je vais avoir économiquement, mais c'est ce que j'apporte. Ce que j'apporte tant au niveau des étudiants que j'ai à former, tant au niveau de mon institution, tant au niveau de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas au niveau Afrique. Donc, c'est toujours des questions qui m'ont boosté à l'intérieur et qui ont fait que je n'ai pas manqué d'entreprendre beaucoup de choses. De par ma formation, j'ai été documentaliste archiviste. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je disais qu'il n'y a pas de hasard. Nous sommes arrivés, on nous a dit que ce n'est pas la peine de penser que nous avons reçu une formation, on est spécialiste de ceci. Et d'ailleurs, on nous a tous emmenés en stage. Certains qui étaient bibliothécaires se sont retrouvés en stage dans des archives. Et c'est comme ça que mon histoire avec les archives a commencé. Je vais faire un stage dans le privé, voilà, en documentation et archives, et je vais me retrouver aussi dans les archives de l'université. Et depuis là, je me suis rendu compte que les archives jouent un rôle clé. Et ce rôle clé dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des institutions, et c'est ce qui montre la trace, et ça peut permettre de se référencer, d'avoir des repères pour prendre des décisions, etc. Et donc, quand je suis devenue enseignante, que ce soit à l'INSA comme à l'INSCA, j'essayais de véhiculer ces valeurs et ces responsabilités envers les archives, envers la documentation, parce que je trouvais que, comme mes deux précédentes sœurs l'ont dit, je trouvais que notre métier était méconnu et les femmes se désintéressaient parce que, bon, méconnues déjà, elles se disaient à quoi bon se tuer, quoi. Donc, et moi, j'avais autre vision. Je voulais vraiment faire émerger quelque chose, je voulais innover et il n'y avait pas souvent les moyens, mais avec quelques idées novatrices, j'arrivais à contourner certains obstacles dont je ne souhaiterais pas parler dans les détails. Voilà, les obstacles étaient souvent humains, les obstacles étaient matériels, ils étaient financiers, mais toujours je cherchais une solution nouvelle pour contourner les difficultés rencontrées. Et c'est comme ça que je vais commencer à intervenir également comme consultant formateur dans un cabinet qui a un niveau international, qui faisait venir des gens de certains pays de la sous-région en Afrique, voilà, du Cameroun, du Centrafrique, vraiment un peu de certains pays. C'était des assistantes de direction qui venaient, c'était des archivistes parfois qui venaient et je faisais du renforcement des capacités dans ce cabinet où j'étais expert consultante. Et ça m'a permis vraiment de partager mes connaissances archivistiques. C'était vraiment tous les aspects. Et j'ajoutais, le plus que j'avais, c'est que j'ajoutais comment elle pouvait travailler avec un ordinateur, comment elle pouvait bien organiser, avoir une gestion hybride. Voilà, parce que ce n'était pas facile de savoir dans quelle boîte d'archives on a logé tel document, etc. Donc, ma force se trouvait là. Et du coup, je me suis retrouvée également en train d'évaluer un projet de l'UNESCO, voilà, sur l'archivage d'une structure de l'État. Et le résultat positif, j'ai été félicitée. Ça, c'était déjà après la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le projet a commencé avant, mais c'est juste après que j'ai été appelée pour évaluer ce projet. Donc, mon amour pour les archives est parti. Mais à l'université, j'étais employée comme documentaliste et j'ai toujours occupé des postes de responsabilité. Et ce qui me trottinait à l'intérieur comme défi à relever, c'était comment faire en sorte de parvenir à la démocratisation de l'accès à l'information. Les documents sont dans les bibliothèques, sont dans les services de documentation, sont dans les services d'archives, mais la population, les étudiants, les enseignants-chercheurs n'y ont pas accès. Alors, comment fallait faire pour relever? Donc, le premier défi, c'était l'informatisation.
Voilà, j'avais reçu juste une initiation pendant la formation et j'ai poursuivi même d'ailleurs, j'ai fait master à l'EBAD et tout ça, mais tout ça c'était, pour moi, il fallait enrichir le background pour aller de l'avant. Parce que quand tu parles à des décideurs et que tu leur dis, j'ai des diplômes nationaux, on ne te prend pas au sérieux. Donc, je multipliais mes phalanges dans les stages internationaux et tout. J'ai même fait le STIA 2012. Je me suis engagée dans la vie associative internationale au niveau de IFLA, au niveau de AFLIA. Et au niveau d'AFLIA, peut-être certains se souviennent, j'ai sillonné l'Afrique de l'Ouest un moment. C'est au Mali, je devais partir et puis il y a eu une petite difficulté chez eux. Mais c'est pour dire que j'ai rencontré des archivistes dans la sous-région qui étaient découragés et mes initiatives permettaient de les encourager à ne pas baisser les bras en leur disant que dans ce métier, il y a de l'avenir. Voilà, et je suis très contente de voir que vraiment, il y a une jeunesse qui s'intéresse et il y a des jeunes dames qui s'engagent également. Et finalement, je finis le STIA 2012, au moment où je voulais encore m'enfoncer dans les archives, voilà, parce que j'ai été formatrice à Dakar sur un projet de l'Union latine, l'image et le son. Voilà, un patrimoine à préserver, ça m'avait boosté encore. Et où j'ai parlé de catalogage, aujourd'hui on parle de métadonnées et les logiciels normalisés, c'est normal. C'était vraiment là qu'il fallait faire comprendre aux professionnels, les archivistes, les documentaristes qui avaient été invités à cet atelier, comment vraiment traiter les archives, comment traiter les documents avec des normes, des standards. Et en 2012, je me vois confier, après la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, je me vois confier une mission de réaliser avec les autres professionnels la politique documentaire de l'université. Et après cela, en 2014, on m'invite à pouvoir réfléchir avec mes chers maîtres de l'EBAT sur comment créer, mettre en place dans le cadre d'un projet de l'UNESCO, UEMOA, comment créer des bibliothèques virtuelles dans les universités et dans les pays de cet espace UEMOA. Une université avait été choisie et la mienne était l'université Félix Houphouët-Boigny, avait été sélectionnée. Et vraiment, ce projet, ceux qui ont connu la crise sociopolitique ivoirienne dans les universités savent qu'on a perdu énormément de collections, on a perdu énormément d'archives et de documentation. Et donc, j'ai saisi cette perche et je salue au passage les deux collaborateurs, Bomba, un informaticien, un ingénieur informaticien, et puis un documentaliste que j'ai eu à former également, qui m'ont boosté dans ce projet qui a réussi. Nous avons réussi brillamment le pilote. Nous avons été félicités par UNESCO Bureau Dakar et ainsi de suite. Ce projet aujourd'hui, c'est celui qui a donné naissance à la bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, qui était au départ un projet d'archives ouvertes. Voilà, mais le projet en son état actuel intègre aussi bien archives ouvertes que bibliothèque virtuelle. Voilà, je l'ai voulu ainsi et j'ai défendu la vision pour permettre aux décideurs de comprendre qu'il fallait ce mot et intégrer les différentes missions dans ce projet. Et aujourd'hui, ce projet fonctionne, on n'a pas assez de moyens, mais je suis toujours lancée à relever les défis. Et au-delà de ce projet, voilà, en 2020, la COVID, je vais créer ce qu'on appelle le répertoire COVID, voilà, pour permettre à tous ceux qui étaient en dehors dans leur maison terrée de connaître un peu ce qui existe en ligne, tant chez les éditeurs commerciaux, tant au niveau de ce qu'il y avait au niveau de la bibliothèque virtuelle, ainsi de suite. Et une activité de l'UNESCO va venir encore me retrouver. Cette activité, c'était laquelle? C'était les institutions de la mémoire. Comment faire en sorte que les gens accèdent à l'information en temps de crise? C'était les musées, c'était les bibliothèques, c'était les centres d'archives, c'était les services de documentation. Et je tombe en plein dans cette réunion et j'interviens par chat pour expliquer la situation en Côte d'Ivoire. Et les gens me demandent de les recontacter. Et ça va donner naissance
à un projet qui est le Centre de savoir Mémoire du monde de Côte d'Ivoire pour le programme Mémoire du monde que vous connaissez, qui est bien connu au niveau des ICA. Et je vais donc me retrouver à un autre point d'intersection qui me remet, qui m'ouvre à la collaboration avec les autres. Mais je peux vous dire que c'est de cette expérience professionnelle qu'est parti mon engagement pour la science ouverte. Parce que je formais toujours, et ça Landry l'a dit, je formais toujours pour l'accès à l'information. Et j'étais passionnée de partager mon savoir. Et aujourd'hui, c'est quoi la science ouverte? C'est ouvrir les connaissances à l'accès librement, permettre que les gens puissent utiliser tout type de savoir pour innover et développer la recherche et développer les projets d'innovation en Afrique et ailleurs. Donc, c'est en ceci que je me retrouve aujourd'hui au cœur de la science ouverte, mais tout est parti de mon métier de documentaliste et d'archiviste pour dire que tous les chemins vous conduisent à une réussite, mais les obstacles seront toujours là. Mais si vous avez de la passion, si vous avez la conviction, vous pouvez aller au-devant. Et les femmes ont cette force, comme l'a dit une de mes sœurs tout à l'heure, les femmes ont cette force d'être calmes et de toujours venir. Voilà, c'est-à-dire que parfois les hommes agissent pensant qu'ils t'ont découragé, mais ils sont surpris de voir que tu as trouvé une autre corde quelque part ou tu es en train de ficeler quelque chose qui est rayonnant. Et donc, on ne se fatigue jamais. Tant qu'on vit, c'est pour apporter quelque chose. Et le calme est la spécialité des femmes de ne jamais baisser les bras. J'encourage toute la jeunesse féminine à avoir ce comportement, ne jamais baisser les bras et être toujours convaincu qu'on apporte quelque chose à l'humanité, on apporte quelque chose à nos institutions, on apporte quelque chose à nos nations. En tout cas, je vais m'arrêter là et espérer poursuivre pour les autres défis à relever dans la suite des échanges. Merci. Merci beaucoup, docteur. Effectivement, vous avez vraiment donné les différents impacts que votre travail a apporté dans l'Afrique. Parce qu'avec tout ce parcours, ça explique clairement un peu votre engouement, mais aussi votre envie de pouvoir donner ce savoir et de partager avec chacun d'entre nous l'envie de transformer l'Afrique à travers une meilleure gestion efficace des documents et des archives. Sans plus tarder, nous allons passer au prochain slide. Ici, en deuxième position, nous allons parler de la contribution et aussi des défis des femmes archivistes. Voilà. Et MEFA avait déjà entamé dans les précédents slides où elle a donné un peu une idée sur ce qu'elle rencontrait comme difficulté. Ici, je vais me tourner vers Madame Obé pour que d'abord elle nous donne un peu une idée sur les contributions que les femmes apportent au domaine des archives, mais aussi relater un peu sur les différents défis et puis résumer ça un peu, les principaux défis qu'une femme archiviste rencontre étant en Afrique. Madame Obé? Oui, Landry. Je pense que je vais débuter par les défis. Il faut dire que les défis des femmes, de façon générale, hein, en Afrique, il y en a énormément. Il y en a énormément. Euh, mais bon, on va dire déjà aussi que la présence d'une femme dans des métiers tels que des archivistes, l'archivistique, ça rassure. Ça rassure quand même avoir des femmes dans ces métiers-là. Ça rassure parce qu'on représente en quelque sorte déjà une figure majeure de la transmission. Non seulement au niveau familial, on voit ce qu'on fait, mais au niveau de l'éducation. Et également, si vous avez bien suivi les deux dames, on est tous dans l'éducation. Voilà, donc ça nous colle un peu, le métier d'archiviste nous colle à la peau. Au niveau des défis, on va vraiment déjà montrer qu'il y a cette absence d'égalité des sexes. L'accession à un poste ou à un rôle plus important reste très difficile pour les femmes. Il suffit de regarder hein, lors des recrutements. On choisit facilement un homme et même les recrutements, lorsqu'on les regarde, on dit de préférence
un homme. Donc, on s'interroge sur notre capacité, notre concentration au travail, parce que, bon, étant mère de famille, voilà, on se demande est-ce qu'elle sera concentrée. On se pose la question même sur la mobilité, notre mobilité. Mère de famille, si on demande de se déplacer, est-ce qu'elle sera pas capable de partir? Et bien sûr aussi sur notre aptitude physique et parfois même psychologique. Bon, toutes ces choses, ça rend vraiment l'environnement peu propice à l'épanouissement de la femme. Ça, il faut le reconnaître. Et en Afrique spécifiquement, il y a le poids de la tradition. Le poids de la tradition, les modes de croyance. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Je dois me montrer ou je dois me cacher, je dois m'exprimer ou ne pas exister tout simplement. Et ça confirme ce qu'on dit, hein, la place de la femme, c'est à la cuisine. On nous le montre tout le temps. Donc, parfois, une femme très dynamique, ayant une forte personnalité, est mal perçue. Je prendrais, moi, je suis là. Parfois, c'est dans les blagues, mais on va dire que, bon, tu n'es jamais chez toi, mais qui s'occupe de tes enfants. Tu es toujours en déplacement, tu aimes trop travailler. Il y a d'autres qui vont plus loin, c'est de se dire que bon, c'est sûr que dans son foyer, c'est elle qui porte la culotte parce qu'elle est trop présente. Ça c'est des défis qu'il faut qu'on arrive à surmonter. Et il faut aussi comprendre que ce qui nous arrive, c'est parce que la femme n'a pas été éduquée sur et pour le leadership et le management, parce que ça, on commence à préparer les hommes dans l'enfance, mais nous, on doit être toujours en back-office. Et c'est ce qui se reflète également. Euh, il faut regarder au niveau des archives, on trouve que nous sommes un maillon faible. Nous sommes très fragiles, donc on va vous dire, bon, vous allez rester à l'accueil. Parfois, les autres activités, on dit non, 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 vaut mieux, on ne peut pas prendre une femme. Et bon, l'autre défi, c'est aussi nous-mêmes, hein. Il faut qu'on se le dise, on ne doit pas faire la langue de bois. Nous sommes un peu superficiels. Le métier d'archiviste est un métier salissant. Donc, j'ai fini de faire mon make-up et puis il faut que j'aille soulever les cartons. Ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça fait partie des défis auxquels nous sommes vraiment confrontés. Et toute cette pression dénature un peu notre valeur intrinsèque pour certaines. Ça vraiment dénature notre valeur et ça ne nous met plus en confiance. Pour la grande majorité parmi nous, nous sommes en manque de confiance de soi. Mais bon, la chance est que nous avons quand même certaines figures et ça, on en a besoin. Et je pense qu'en prenant cette thématique, c'était pour montrer que malgré ces défis-là, nous avons quand même la possibilité de relever la tête. Il suffit de regarder, on a quelques exemples de femmes qui sortent du lot. Moi, je prendrai deux que je connais et que j'essaye vraiment de suivre. Il y a Madame Esther Olembe du Cameroun, grâce à qui, déjà en 2018, on a pu organiser au niveau pour la première fois en Afrique une assemblée du Conseil international des archives. C'est dire que par son plaidoyer, franchement, elle joue un rôle très important et elle se bat aujourd'hui pour la construction de la Maison des Archives nationales au Cameroun. Depuis 2018 aussi, j'ai constaté que les Camerounais prêtent, du moins ces archivistes camerounais prêtent serment, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, c'est dire que, bon, c'est vrai, on ne l'entend pas trop,
mais elle mène énormément d'activités. Elle est pratiquement présente à toutes les activités du Conseil international des archives par des articles qu'elle écrit, par des conférences qu'elle organise. Donc, c'est un exemple à suivre. Il y a également cette dame au Sénégal, donc Fatoumata Sissé Diarra, qui se bat également pour sa communauté et pour les archives. Elle a d'ailleurs elle a bénéficié d'une médaille de chevalier des arts et des lettres de la part de l'ambassade de la France au Sénégal, qui reconnaissait justement son rôle au sein de la communauté. Donc, c'est des exemples. Malgré les défis, malgré les problèmes auxquels nous sommes confrontés, on a la possibilité de relever la tête, de mener des actions. Voilà. Landry, pour ne pas prendre trop de temps et laisser les autres donner leur avis là-dessus, je vais m'arrêter là. Merci, Madame Estelle Aubé. C'est très, très intéressant de voir un peu toutes ces approches que vous étalez. Je vais m'adresser à Emefa et de ça savoir. Emefa, quelle stratégie avez-vous développée pour surmonter les différents défis et aussi promouvoir l'égalité des chances dans le domaine des archives au niveau du Togo? Parce que à entendre votre discours, à entendre un peu votre parcours au niveau du Togo, nous voyons que vous êtes passé par d'énormes difficultés, mais aujourd'hui, vous arrivez à vous imposer. Et nous devons savoir un peu si c'était possible de nous partager votre stratégie que vous avez mis en place pour pouvoir surmonter ces obstacles-là. Ok, merci beaucoup. Je dirais juste que la passion que j'ai pour le métier m'a donné plus de force. Et étant dans ce domaine et voulant exercer, je me suis dit, il faut que j'avance avec ou sans l'accompagnement. Donc, comme stratégie, je m'étais dit, je vais aller vers les gens, amener l'information vers les gens, parce que c'est parce qu'ils ne viennent pas vers moi, ils ne comprennent pas. Donc, moi, je vais vers eux et j'essaie de leur parler de mon métier, de leur expliquer. Et à la fin, ça retombe sur des petits services, genre soit une consultation ou soit les aider à organiser les activités. Donc, je faisais des petits messages à ma communauté via WhatsApp. Je faisais des petites sensibilisations et pour pouvoir bien impacter, c'est là où j'ai mis en place le cabinet. Donc, je faisais que les sensibilisations parce que j'ai vu qu'au Togo, c'est un peu méconnu, il y a un boulot à faire et ce qu'il faut faire, c'est de démystifier le métier d'archiviste en essayant de communiquer plus là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire et comme défi, je peux dire que la mauvaise image de soi, genre en parlant de la femme archiviste, la femme archiviste doute de sa valeur. Je ne sais pas pourquoi, et en le faisant, nous n'encourageons pas l'hierarchie. Donc moi, je m'étais dit, quel que soit le défi qui me sera confronté, bon, j'y arriverai. Mais non, pourquoi je m'imposais? Il faut dire que quand j'étais rentrée au Togo, ce n'était pas pour rester. Et ça coïncidait avec l'élection du bureau de l'ATPAD, de l'Association togolaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Et pour pouvoir parler, pour pouvoir impacter ou bien communiquer, je m'étais proposée au poste de chargée de communication. Et là, avec le bureau, j'ai essayé de rendre un peu public ce qui se fait avant en créant une page de l'association, en accompagnant, en faisant des petites sensibilisations. Donc, je me dis, j'ai comme stratégie d'aller de l'avant, genre de ne pas baisser les bras, genre je veux aller loin. Donc, si je vois qu'il y a un petit blocage, il faut que je l'enlève. Donc, ce que j'ai compris en venant au Togo est qu'il faut qu'on communique sur le métier. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en faisant des actions. J'allais aussi dans les écoles de mes profs, dans d'autres écoles pour discuter, ne serait-ce aussi sur la bibliothèque, pour parler aussi avec les étudiants, les jeunes et tout. Donc voilà un peu la stratégie que moi j'ai adoptée, genre aller vers les gens pour leur apporter l'information. Donc avec les réseaux, j'essaie de le faire et avec une émission aussi que j'ai mis en place qui bientôt sera aussi diffusée. Donc voilà.
Merci beaucoup, Emifa. Sincèrement, on voit que tu as mis beaucoup d'accent sur ta passion et ça a été pour toi une grande motivation. Nous allons partager ça avec la communauté aussi des femmes dans notre domaine. Le dernier point, j'aimerais demander à Dr. Cécile Koulibaly, quels défis les femmes archivistes rencontrent-elles en termes d'accès aux ressources? Vu qu'elle est enseignante-chercheur et on veut voir un peu ce point clé qui va soit créer un point comme un talent d'Achille pour nos femmes en ce qui concerne l'accès aux ressources. OK. L'accès aux ressources, je vais me positionner au niveau de 2 points. En tant que femme qui a besoin de l'information archivistique ou documentaire et en tant que femme professionnelle. Voilà, je pense qu'en tant que femme qui a besoin de l'information, le premier défi, c'est les TIC qui sont faiblement utilisés encore dans nos institutions. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de visibilité institutionnelle, cela suppose que nous donnons rendez-vous sur Internet. Ça ne veut pas dire que tous les documents sont forcément visibles sur Internet, mais nous avons une fenêtre d'existence. Et ça, ce premier défi n'existe pas. Or, quand vous regardez mes jeunes sœurs qui sont intervenues, elles ont encore des enfants, elles ont des époux, elles ont des tâches familiales, extra-professionnelles, tout ça à réaliser. Pensez-vous que ces femmes, voilà, professionnelles dans d'autres métiers que les archives, aient suffisamment le temps pour venir chercher dans les archives? Ne pouvons-nous pas faire quelque chose pour démocratiser l'accès à l'information de manière globale? Aujourd'hui, il y a plein de programmes. J'entends parler voilà, il y a plein de programmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve encore que l'accès à l'information est difficile. Et pour les femmes chercheurs, comme les autres femmes qui ont besoin d'une information, il y a beaucoup d'efforts gouvernementaux qui sont faits dans chaque État. On sait qu'on est en train d'informatiser, on continue d'informatiser. Bientôt, on aura accès à pas mal d'informations, mais il faut poursuivre parce que le défi reste grand. Il existe cette fracture numérique entre les institutions, encore dans nos différents pays. Il faut aider la femme à pouvoir avoir le minimum d'informations. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de programmes. Je ne dirais pas de nom d'entreprise pour ne pas faire la publicité. Il y a beaucoup de programmes que développent certaines entreprises pour renforcer l'autonomisation de la femme en matière de TIC. Il y a la gouvernance en matière de TIC, l'accès du genre par rapport au TIC, etc. On développe des compétences des femmes. Il faut que effectivement, les archivistes et les femmes archivistes s'intéressent à ces programmes. Parce que moi, personnellement, je suis intermédiaire de tout ça, mais je ne vois pas les archivistes s'intéresser, voilà, à ces programmes, ni les documentalistes d'ailleurs s'intéresser à ces programmes d'autonomisation de la femme par rapport à l'accès à l'information. Ça, c'est le premier défi les femmes vues en tant qu'utilisateurs de l'information. Maintenant, les femmes vues en tant que professionnelles des archives, très peu s'engagent dans l'informatisation, dans le traitement normalisé. On est encore dans des pratiques qui sont éphémères, alors qu'aujourd'hui, on parle de logiciels et j'apprécie beaucoup les initiatives qui se font actuellement, telles que l'utilisation de logiciels appropriés. Voilà, c'est tout ça qui va faire que les gens vont prendre au sérieux. Parce que l'archivage aujourd'hui ne se fait plus manuellement. Mais je ne dis pas non plus qu'il faut supprimer l'archivage physique qui a toute sa place. Il n'y a pas tous les documents qu'on peut numériser. Même si on les numérise, il faut les préserver avec une bonne politique, de bonne stratégie de préservation, de conservation. Et surtout, il y a des documents qui nécessitent de la confidentialité. Et je pense que les femmes archivistes sont des femmes qui aiment le secret professionnel et elles sont bien placées pour développer l'esprit de la confidentialité. Aujourd'hui, quand on parle d'accès à l'information, ce n'est pas seulement les documents que vous voyez au niveau de la recherche, on parle même jusqu'aux données de la recherche. Les données de la recherche, c'est beaucoup d'autres éléments
qui touche à des éléments très spécifiques, voilà, qui méritent d'être étudiés. Et je pense également que, en tant que professionnel archiviste, on doit s'intéresser à une question cruciale, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur. Parfois, cet aspect-là est ignoré. Et c'est pas archiviste qui voit un peu comment on peut amener à l'information, voir ce volet-là et qu'elle se l'approprie. Je pense que ça fera tache d'huile parce que on nous forme, mais pas trop sur la propriété intellectuelle et l'accès à l'information est donné comme une discipline. Tout le monde est formé pour comment communiquer les archives, comment communiquer la documentation, mais la propriété intellectuelle, surtout les données confidentielles, il y a encore un haut risque. Et je pense que les femmes peuvent relever ce défi-là. Merci. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, ce matin, les thèmes abordés nous touchent nous-mêmes les hommes. On a envie de changer de position pour être des femmes aussi afin de se faire valoir. Parce que là, on a des femmes dynamiques ce matin. OK, sans plus tarder, nous allons passer au prochain slide qui touche à la contribution et aussi les défis. Bon, nous avons fini avec ce point, pardonnez. Nous allons toucher plutôt briser le silence. Voilà. Briser le silence et promouvoir l'inclusion de la femme. Ce côté, c'est pour mettre en avant un peu ce volet de porte-parole, c'est-à-dire comment est-ce que les femmes dans le domaine des archives en Afrique, comment on peut comprendre les facteurs qui contribuent à la sous-représentation des femmes dans ce domaine et les obstacles à leur visibilité et à leur connaissance. Ici, la première question qui me vient, c'est, j'adresse cela à Mme Oubé. Selon vous, Mme Oubé, quelles sont les raisons qui font que les femmes sont souvent moins visibles dans le domaine des archives en Afrique? C'est la première question. Donc, Mme Oubé, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui explique que les femmes soient moins visibles, les femmes archivistes soient moins visibles? Pour moi, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a énormément ce problème de stéréotypes qui existe par rapport à la position d'une femme, comment doit être une bonne femme en Afrique. Je l'ai dit dans ma dernière intervention, c'est dire que être trop visible, c'est pas bien. Et c'est ancré en nous. Vous voyez, là, on est en train de découvrir les femmes. On ne savait pas qu'elles menaient autant d'activités. On ne le sait pas, elles ne le font pas savoir parce que pour moi, il y a ce problème-là de stéréotypes. On est tellement touché par ces stéréotypes-là. Madame Cécile vient également de parler de quelque chose. C'est au niveau de la formation aujourd'hui. C'est dire que, bon, peut-être pas chez nous au Gabon, hein, parce que les femmes sont formées au même titre que les hommes, mais c'est dire qu'au niveau numérique, par exemple, c'est comme si ça n'intéressait pas les femmes. Elles ne sont pas très intéressées par ce qui concerne le numérique. Or, c'est vraiment une fenêtre ouverte sur tout. C'est quelque chose à saisir aujourd'hui là pour se faire déjà se faire connaître qui on est, ses activités et ainsi de suite. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment qu'on arrive à briser ces stéréotypes-là pour espérer enrayer déjà les discriminations et aussi faire connaître les femmes archivistes qui travaillent. Il faut qu'on arrive à prendre conscience qu'il n'existe pas de qualité ni de défaut ou de compétences féminines, à l'exception bien sûr de la force physique des hommes, hein, mais à compétences égales. Les travailleurs développent l'égalité similaire, dont les femmes doivent comprendre que de la même manière que les hommes font connaître leurs activités, elles aussi, elles doivent se mettre debout et faire connaître ce qu'elles font. Servir d'exemple. Des exemples, on en manque en Afrique. Parce que justement, pour trouver les femmes qui exercent dans le domaine des archives, ça a été difficile.
J'ai bien aimé l'article, je pense que c'était en 2002, je ne sais pas si Randolph est encore là, qui nous a fait découvrir un peu les femmes archivistes et en parcourant cet article, je me suis dit, ah, donc elles existent, donc elles sont là. Et il faut justement qu'on arrive à montrer ce que nous faisons. Madame Cécile a insisté, on parle aujourd'hui de l'open data, mais il faut qu'on s'y mette, on doit faire connaître ce qui existe, tout en respectant bien sûr la normalisation, les délais de communicabilité des documents, les droits d'accès et ainsi de suite, mais faisons connaître ce que nous faisons. Donc, et là aussi, je me dis, il faut revoir peut-être aussi la répartition des tâches, que nos hommes nous aident dans nos tâches domestiques, par exemple. Hein, et c'est un message envoyé à Aka. Oui, je pense qu'il est connecté. Est-ce que c'est enseigné à l'école? Ah là, vous touchez un point. Mais oui, il faut qu'on arrive à revoir la répartition des tâches, c'est important. Donc, je reviendrai sur cette révolution numérique qui peut vraiment constitue une véritable opportunité de transformation de nos mentalités déjà. Et bien sûr, ça va transformer nos structures culturelles. Il faut qu'on s'assume et qu'on assume nos responsabilités pour marquer notre présence. Et j'ai quand même envie de m'étendre, je me dire que euh, avec cette capacité de toujours coopérer, d'être disponible, de travailler avec les autres, pourquoi les femmes aujourd'hui archivistes ne se mettraient pas en groupe? Pourquoi on n'a pas, par exemple, une association de femmes archivistes africaines? Et pourtant, les reines de l'époque en Afrique, elles se mettaient toujours en groupe pour pouvoir parler de leur spécificité et marquer leur présence. Et nous, en qualité d'éducatrices innées, rien ne nous exclut d'aucun rôle, parce que l'éducation, qu'on le dise, est la voie d'épanouissement pour toute personne. Donc, on doit briser le silence, on doit briser les stéréotypes. C'est ce que j'avais à dire. Wow, vraiment, merci beaucoup, Madame Oubé. Déjà, le seul truc qui est resté à mon esprit, c'est le partage des responsabilités au niveau du foyer. Bon, on va voir comment dans le plan de formation pour que les hommes déjà s'attendent à ça. Le deuxième point, la deuxième question que je vais poser ici parle d'inclusion et je vais l'adresser à Madame Emefa. Ici, j'aimerais que vous nous donnez un peu une approche, c'est-à-dire quelle stratégie concrète pouvons-nous développer ou encore pouvons-nous mettre en place pour promouvoir l'inclusion des femmes dans le domaine des archives en Afrique? Parce que c'est quelque chose qui fatigue un peu notre société. Les femmes sont beaucoup mises à l'écart. Il n'y a pas une bonne politique inclusive en termes de recrutement des femmes archivistes ou en termes de visibilité ou encore en termes de coût. Donc, pour elle qui a réussi à tracer un parcours où aujourd'hui elle s'est hissée au sommet, quelle stratégie elle pense qu'on peut développer pour favoriser un peu la promotion de l'inclusion des femmes dans le domaine de l'archive en Afrique? Ok, merci beaucoup. Je dirais, comme ma grande sœur Obé l'avait dit avant, Dieu a fait la femme par défaut, hein, pour mettre de l'attention, de l'ordre, de l'organisation. Et quand on voit tout cela, ça se rapproche à notre métier. Et je me dis toujours que la femme a vraiment cette carrure de sauvegarde de documents. Parce que bien avant même, il y a nos mamans qui gardaient nos documents. Quand on a besoin, on va vers elles. Souvent, elles les cachent au fond dans les armoires ou bien sous les bassines pour qu'on puisse les avoir. Donc, je dirais que la femme a déjà ce pouvoir. Maintenant, comme stratégie, je dirais que la femme archiviste doit développer son leadership. Elle doit aussi. Elle doit devenir la meilleure dans son domaine. Parce que si nous n'arrivons pas à nous valoriser, à montrer aux gens ce que nous faisons, je pense que les autres n'auront pas, ne connaîtront pas plutôt la valeur de ce que nous sommes.
Donc, la femme archiviste doit rehausser son niveau de culture. Aujourd'hui, avec l'éthique, elle peut se former, il y a les formations en ligne. Elle peut aussi s'ouvrir à d'autres notions transversales, en communication, en droit, en santé, mais pourquoi pas en politique aussi? Parce qu'il faut que les femmes soient présentes au lieu où on prend des décisions. Donc, Madame Obé l'a dit, elles doivent s'organiser ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et je voulais remercier Madame Fabé Ndiaye, qui a été un modèle pour moi. Elle est la présidente du réseau des femmes bibliothécaires, archivistes et documentalistes, le REFEBAD. Donc, c'est un regroupement de femmes. Elle mène aussi des activités et tout. Donc, nous devons passer de la théorie à l'action. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables pour que les gens puissent nous reconnaître par notre métier, non pas notre nom. Donc, je pense que c'est ce qu'une femme archiviste doit faire. Voilà un peu, et Mar, ce que je voulais dire. Parce que Obé a déjà donné la grande partie. Nous devons nous valoriser nous-mêmes. Nous devons faire connaître ce que nous faisons aux autres, devenir leader, innover et demeurer disponible pour saisir les opportunités. Voilà, merci. Merci beaucoup, Emefa. Vraiment, c'est très intéressant pour toutes ces approches que vous nous donnez. Le troisième point dans lequel je vais poser ma question, c'est aussi au niveau des rôles des institutions. Là, je vais m'adresser à notre grande dame, Dr Cécile Koulibaly, qui a eu à collaborer et continue de collaborer avec ces institutions-là. Docteur, comment est-ce que les institutions et les organisations africaines peuvent-elles soutenir l'autonomisation et la reconnaissance des femmes archivistes en Afrique? C'est une grande question. Ah, Alors, il faut arrêter également de m'appeler grande dame. Il n'y a pas grand temps qu'on est toujours au service de quelqu'un. Voilà, merci. Mais je pense que c'est des questions de politique. C'est des questions de politique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des normes qui imposent qu'on tienne compte du genre. Voilà, on tienne compte du genre dans les prises de décision. Certaines institutions font l'effort et d'autres sont à la traîne. Bon, par rapport aux archives, à la documentation, effectivement, je pense que Obé et puis MFA l'ont bien expliqué. Parfois, on méprise la femme, mais on se rend compte qu'en nommant la femme à un poste clé, elle relève un défi. Et cela rejoint un peu quand je recevais les étudiants en choses documentalistes ou archivistes, je leur disais, pourquoi êtes-vous venus à ce métier? Et certaines semblaient évasives. Certains étaient venus juste pour avoir du travail. Mais ce temps de venir à ce métier pour avoir du travail est révolu. Il faut venir à ce métier pour vraiment le pratiquer, innover et apporter un changement. C'est vrai qu'on ne pourra pas avoir tout le monde de cette manière. Et je reviens encore sur le fait qu'il faut renforcer la formation avec certains cours clés qui donnent l'ouverture parce que pendant longtemps, on a formé les gens et quand ils sortent des établissements, ils voient qu'ils sont comme dans des sous-métiers. Et du coup, ils sont sortis avec une mentalité qu'ils sont dans des sous-métiers. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils apportent dans les institutions? Pendant des années, certains se sont assis dans des institutions sans pouvoir même traiter un dossier d'archives ni un document. Parce qu'ils se sont toujours dit, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas il n'y a pas ceci, comment on appelle, le bois d'archives, etc. Et nous rencontrons en tant que formateurs ce genre d'étudiants. Pensez-vous que lorsqu'ils sont maintenant au niveau des institutions où on les a affectés, ils puissent apporter quelque chose? Moi, je dis, il faut la politique de renforcement du changement de mentalité va commencer par la formation. Ensuite, si la formation est bien faite, au niveau des institutions, lorsque on affecte un de nos étudiants à ce niveau, comme le fait si bien notre collègue qui est au Gabon, qui se bat, regardez les résultats qu'elle arrive à acquérir. Les résultats vont parler de politique à instituer pour donner de la visibilité aux archives.
Aujourd'hui, je ne dis pas que quelqu'un a fait ma publicité, ni ma promotion. Ce sont les activités. Et Dr. Aubé l'a dit, c'est le métier qui m'a fait. J'ai dit Dr. Aubé, bon, peut-être c'est une prophétie. Alors, c'est le métier qui m'a fait. Voilà. Donc, ce sont les résultats que tu produis qui font parler de toi. Pour parler de politique d'inclusion, il faut que vraiment tout part de la base, qu'on ait une mentalité, qu'on n'est pas dans un sous-métier, et ensuite qu'on puisse convaincre l'institution et que l'institution renforce notre rôle, notre mission. Toutes les institutions, lorsque vous produisez des résultats, ils vont renforcer votre rôle. Aujourd'hui, vous rentrez à l'université virtuelle, le président de l'université, dès que je suis arrivée, il a vu toutes les compétences que j'avais. Il refusait que je dise que je suis documentaliste. Voilà, il refusait. Il avait mon CV, il voyait mon parcours, mais il refusait. Pourquoi il refuse? Il dit, il est temps que ici, tu t'intéresses à la recherche. Il est temps que ici, et ma thèse s'y prêtait, puisque j'ai travaillé sur la maîtrise de l'information scientifique dans les universités publiques en Côte d'Ivoire, ce qui m'a ouvert la fenêtre sur la science ouverte. Et donc, lui, il voulait que je développe cet autre pan. Pour dire quoi? Nous sommes des gens, nous avons des compétences plurielles et nous sommes capables de nous épanouir dans n'importe quel domaine, notamment dans le domaine de l'archivistique, la documentation, de la recherche. Nous avons ce potentiel. Et ce métier finit par faire de nous des érudits. Donc, pourquoi ne pas monnayer tout ça et pour permettre que les politiques soient prises sur nos modèles de travail, nos résultats de travail. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas des politiques pour faire plaisir à des gens. Donc, les politiques institutionnelles doivent partir sur la base de nos résultats. Et ce sont ces résultats qui montent un peu au niveau national. Voilà, je conduis, comme Landry l'a dit, je conduis un projet ORCID. J'étais aux journées scientifiques du CAMES à Yamoussoukro au mois de mars. Et le ministre qui vient à notre stand, et moi, je veux prendre la parole pour expliquer. Mon président d'université qui avait un peu peur que je reste dans les thèmes un peu trop, les thèmes un peu trop professionnels, techniques, a pris la parole pour dire deux mots: visibilité et accessibilité. Visibilité des chercheurs, accessibilité aux résultats de recherche et visibilité des institutions. Donc, dès qu'il a dit ça au ministre, il dit, bon, venez me présenter le projet au cabinet. Ça veut dire quoi? Si tu ne produis pas d'activité, tu ne seras pas connu et tu diras toujours qu'on n'a pas pris de politique pour me faire voir. Est-ce qu'on doit se limiter par le fait qu'on ne nous voit pas pour travailler? Moi, je dis aujourd'hui, si tu veux changer les choses, travaille d'abord et la visibilité va te retrouver en termes de résultats. Ce sont tes résultats qui feront parler de toi. Donc, les politiques vont nous suivre et les politiques qu'on a prises avant, pourquoi elles ne permettent pas de réaliser des résultats? Parce qu'elles sont abstraites. Il n'y avait pas les gens pour la mise en œuvre. Mais mieux, quand on inverse la pyramide et que tu produis des résultats, c'est cela qui permet qu'on puisse bâtir des politiques et des politiques durables sur l'innovation et le développement. Voilà ce que je peux dire à mon humble niveau, puisque je ne suis pas à un niveau international. On a une politique de sciences ouvertes de l'université que je pilote et que j'ai aidé dans la conception. Et on travaille également dans le cadre africain, on travaille également dans le cadre international. Merci. Oh, merci infiniment, docteur. C'est vraiment un grand exposé. Et ce que je retiens de cet exposé, c'est docteur Obé, la prophétie a été lancée. C'est une docteur qui a prophétisé sur vous, donc je suppose que vous êtes notre prochain docteur dans le groupe. Amen. Oui, j'ai dit que je recevais. Merci. Ah, d'accord. D'accord, nous allons passer à notre prochain slide. Et ici, nous allons parler maintenant de l'hommage aux pionniers et perspectives aussi d'avenir. Ici, nous allons mettre un peu en avant les figures féminines marquantes qui ont façonné le domaine des archives en Afrique. On veut célébrer ici, en fait, quelques parcours, quelques réalisations de ces pionniers inspirants qui ont contribué à la préservation et à la valorisation du patrimoine
documentaires africains. La première question, c'est de savoir quelles sont les femmes archivistes qui vous inspirent le plus et pourquoi. Cette question-là, je l'adresse à Madame Aubé. Déjà, elle a déjà démarré en donnant 2 points. Elle peut revenir là-dessus, ça ne gêne pas. Ou si elle a d'autres parcours à nous partager aussi, elle peut le faire. Madame, bon, docteur Aubé, futur docteur Aubé. Merci à vous. Comme tu le disais, bon, je pense avoir déjà anticipé sur cette question. Vraiment, moi, je suis ces deux dames et je ne vais pas oublier aussi le professeur Basma. C'est vrai qu'on oublie souvent qu'elle est africaine. Bon, elle fait autre chose. Mais elle est africaine et c'est des dames, franchement, moi, je regarde ce qu'elles font au quotidien entre les articles et elles sont extrêmement disponibles parce que à n'importe quel moment vous allez poser une question en inbox, on va quand même prendre la peine de te répondre malgré la lourde charge. Donc, euh, la difficulté, justement, pour nous en Afrique et le domaine des archives, c'est qu'on n'a pas de référence. On ne sait pas, on n'a pas vraiment de mentor en tant que tel. Et je me dis que Archiviste est leader en train de faire un gros travail qui est celui de donner de la visibilité déjà aux différents archivistes africains. Et, et là, je vais peut-être parler en tant que vice-présidente archiviste leader, c'est dire que la porte de cette ONG est ouverte à tout le monde. Toutes les personnes qui ont besoin de faire passer un message, mais qui va dans le sens d'améliorer la vision qu'on a des archives et des archivistes en Afrique, la porte vous est grandement ouverte pour en parler, pour partager les expériences. Parce que on continue à nous dire que rien ne se crée, on ne fait que transformer. Si nous sommes au courant de ce que font les gens, on est capable également, nous, à notre niveau, de prendre ces exemples-là et les mettre en pratique. Donc, rendons-nous visibles aux hommes qui sont en inbox, rendons-nous visibles. Merci, merci Landry, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, futur docteur Aubé. Ça remarque bien cette prophétie-là parce que c'est que ça sera réalisé. Et l'autre point qui va suivre, c'est pour aborder un peu un sujet avec Madame Emefa. C'est au niveau des perspectives d'avenir. Madame Emefa, quand vous observez, quelles perspectives prometteuses pour les femmes archivistes en Afrique? C'est-à-dire, quand vous voyez quelle opportunité vous voyez émerger en fait pour les femmes archivistes en Afrique? C'est vrai que on voit des défis, mais là où se trouvent les défis, c'est là aussi que se trouvent les opportunités. Et vu les défis que vous avez eu à parcourir, quelle perspective vous espérez voir s'améliorer dans les années à venir? Ok, bon, mes deux docteurs, bon, la deuxième docteure en devenir avait déjà tout dit, mais quand même, Ah, je mais bon. dirais oui, hein, parce que, bon, comme on peut le noter tout au long de cette communication qu'on a eue, il faut que les femmes s'ouvrent un peu plus, il faut que nous arrivions à nous valoriser. Il faut que nous essayions de toucher à tout oublier, de se considérer comme un maillon faible et saisir les opportunités qui sont là actuellement, à savoir l'intégration des associations internationales ou bien africaines. Par exemple, et Archiviste Leader, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Togolaises même qui sont dedans. Donc, il faut qu'on commence d'abord par là. Et c'est parce que c'est là qu'on saisira les opportunités. Il faut qu'on essaie d'aller au-delà de ce que nous savons, genre en tant qu'archiviste, et puis aller vers les autres pour pouvoir bénéficier de tout ce que nous offrent aujourd'hui les TIC. Donc, je pense que c'est parce que mes deux aînés ont déjà tout expliqué. Donc,
Il faut que la femme, il faut que la femme archiviste développe son leadership. Il faut que la femme archiviste va vers les autres pour pouvoir s'agrandir et que nous devons travailler aussi. Il faut que nous travaillions en perspective d'avenir. Oui. Il faut que chaque archiviste travaille sur elle-même, travaille pour pouvoir se faire connaître. Oui, Emma, je pense que... Ah oui, c'est Landry. Merci encore, Eve. Ah, c'est Landry. Ok, Landry. D'accord, ça va, je viens. OK, la prochaine question en ce qui concerne nos slides hommage aux pionniers et perspectives d'avenir, c'est à notre docteur Cécile. Comment pouvons-nous tous contribuer à créer un environnement plus inclusif et valorisant pour les femmes archivistes en Afrique? Là, je parle un peu de tous les acteurs, c'est-à-dire archivistes, documentalistes, les institutions, les organisations, presque tous. Quelles sont en fait les actions à mener pour pouvoir créer cet environnement plus inclusif pour les femmes et aussi promouvoir les valeurs? OK, je pense que, merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'espaces qu'on peut créer. Et d'abord, dans toutes les associations, je crois que les deux précédentes l'ont dit, je sens le besoin qu'il y ait du réseautage. Du réseautage au niveau national et du réseautage au niveau régional également. Voilà, parce que vous vous rendez compte, les choses évoluent. Aujourd'hui, moi, je connais très peu de personnes, les jeunes au niveau du métier, mais ce ne fut pas le cas il y a un moment. Voilà, tantôt, elle a parlé de mentor. Oui, mais le mentorat, il peut se construire à un niveau national pour monter au niveau régional. Et je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, ça a commencé. Il y a des formations, je vois, on fait venir des formateurs de l'extérieur. Ça, c'est déjà une forme de réseautage. Mais mieux, si on construisait un réseau de femmes archivistes, documentalistes, bibliothécaires, ça permettrait de créer un peu, de resserrer les liens et d'avoir des figures de femmes déjà au niveau national, des figures de femmes au niveau régional et des figures de femmes au niveau international. Et je ne sais pas si cette disposition est prise au niveau de ICA, mais au niveau de IFLA, ça existe, le réseau des femmes. C'est vrai que nous autres, on a des spécialités, on ne s'intéresse pas à ce réseau des femmes, mais au niveau de IFLA, il y a une section pour les femmes. Mais pourquoi pas au niveau de nos associations? Ce sera un point de départ pour permettre que les femmes se connaissent dans ce métier, qu'elles puissent également réseauter. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Maintenant, s'il y a d'autres choses que vous souhaitez que je puisse ajouter, mais moi, je suis le résultat des réseaux. Voilà. Tant que j'étais localisée en Côte d'Ivoire, je développais des pratiques qui étaient limitées, mais c'est quand je commençais à sortir un peu du pays, aller dans les stages internationaux, que vraiment mes compétences ont été renforcées. Et à chaque fois, je sens le besoin, même quand je n'ai pas de prise en charge, je sens le besoin, quand j'ai l'information, je la partage et je sens le besoin de dépenser de l'argent pour renforcer mes capacités, pour maintenir également ma position dans les réseaux dans lesquels je suis. Et je n'hésite pas à prendre des responsabilités dans ces réseaux tant que je suis capable de les assumer. Voilà. Donc, le réseautage est quelque chose de fondamental et penser aux gens en pensant aux femmes qui vont se mettre en réseau, ce sera encore plus impactant dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment la solution est la meilleure, c'est le réseautage. Et aujourd'hui, nous voyons un peu l'effet archiviste leader qui est né sur la base d'un réseautage et du partage de la connaissance. Et pour cette section de webinaire que nous avons animé, que nous animons aujourd'hui, et le mot-clé qui est ressorti pour la plupart, c'est la mise en place d'un réseau pour les femmes. Déjà, mais ça prouve qu'il y a un problème. S'il y a un réseau national, un réseau pour toutes les personnes, femmes comme garçons, mais les femmes, il faut qu'on arrive à mettre en place un réseau, un espace ou un environnement qui est dédié entièrement à l'autonomisation de la femme, où elles peuvent être visibles, où elles peuvent se manifester. Et il peut dire que cette section, c'est le démarrage de la réflexion. J'espère que dans les temps qui suivront, on aura la mise en place de ce réseau-là, comme nos différents invités l'ont mentionné.
Alors, Landry, je crois que je n'ai pas répondu à un autre aspect. Tu n'as pas dit de limiter la réponse au niveau des femmes. Voilà, tu as dit d'ouvrir. Voilà. En termes d'ouverture, c'est vrai, c'est les femmes qui ne sont pas vraiment visibles et elles ont l'impression qu'elles sont écrasées par les hommes. Bon, personnellement, moi, je dis il faut passer outre cette considération, mais donner l'espace aux femmes. Maintenant, au-delà, il faut que dans chaque pays, on puisse avoir un répertoire. Je crois que c'est MFA ou bien Obé qui l'a dit, un répertoire des institutions existantes. Je prends par exemple en Côte d'Ivoire, lorsque j'ai parlé de l'UNESCO, m'a encouragé à ce que mon institution porte le projet de centre de savoir, mais c'est tout type de centre de savoir, qu'il y ait une coordination. Même si on n'appelle pas ça réseau, qu'il y ait une coordination. Et la mise en place de répertoires va faciliter la mise en place de ces coordinations-là. Ça existait un moment en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas, si là, si je vois le président est parti, ce sera intéressant dans chaque pays, quand on est dans un pays, et puis s'élever progressivement. Franchement, quand ils ont accepté l'idée de créer le centre de savoir du programme Mémoire du monde en Côte d'Ivoire, on voyait qu'on s'élevait au niveau national pour aller au niveau régional et pour aller au niveau international. Ces réseaux existent, mais c'est nous qui ne sommes pas visibles dans ces réseaux, ou même quand on y figure, on a peu d'action parce qu'il n'y a pas de cohésion entre les différentes institutions qui font la même chose ou qui touchent au même domaine. Pour le centre de savoir, c'est les institutions de la mémoire, archives, documentation, bibliothèque. Et j'espère que les autres vont comprendre le bien fondé et nous allons pouvoir développer et que cette expérience puisse être partagée dans les autres pays pour qu'il y ait des points d'ancrage. Et je pense que Archive Leader, bon, j'ai découvert quand vous m'avez invité, voilà, je ne savais pas que vous existez, voilà, peut jouer un rôle clé dans la mise en place de ces genres de coordination. Maintenant, il faut bien expliquer votre mission parce que là aussi, c'est ça, quelques difficultés de compréhension pour ne pas que quelqu'un pense que lui, il existe, il fait déjà la même chose que vous. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je profite pour dire merci à nos invités, merci aux différents acteurs qui sont venus, merci à tous. Sachez que nous sommes une ONG, l'ONG Archiviste est basée en Côte d'Ivoire, mais est née sur la base d'une coopération entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et le Gabon. Donc, mais nos différents membres viennent de partout le monde, mais c'est des panafricains. On a voulu que toutes les idées partent d'ici et soient émergées par nous-mêmes les Africains qui sommes ici. Merci d'avoir pris part à ce webinaire. Je vais laisser maintenant la parole à l'Assemblée. C'est-à-dire, quelqu'un a-t-il quelque chose à apporter ou une question par rapport aux différentes interventions qu'il y a eu? Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait apporter une question? Bon, Landry, en attendant, on a quand même la possibilité de lire un peu les commentaires parce que je vois, je joue pas ton rôle, hein, désolé. En attendant que les gens se manifestent, il y a par exemple Loupé Oufoué qui dit à cette question, elle pense qu'en Afrique, l'Afrique est encore loin. Pour preuve, le cas de MFA, donc Jaco, avec l'ambassade, certaines organisations et institutions sont plus sensibles à d'autres domaines culturels tels que le tourisme, l'art et la musique que celui du patrimoine et plus précisément des archives, alors que c'est une part importante de la culture. Et là, je pense qu'elle parlait de la question au niveau des défis. Et comme MFA nous disait elle n'a pas pu avoir son visa, ça, c'était l'apport de Loupé. Et il y a, j'espère que c'est une dame ou c'est un homme, Anouk Oui, Mbian. oui, c'est une dame. Ah, voilà.
Oui, c'est une femme, d'accord. Elle a dit que les femmes sont parfois perçues comme ayant des compétences interpersonnelles plus développées, telles que la communication efficace, la collaboration et l'empathie. Ces qualités peuvent être précieuses pour travailler en équipe, interagir avec les utilisateurs des archives et établir des relations de confiance. Elle ajoute: les femmes peuvent apporter des compétences en gestion du changement et en adaptation face aux évolutions technologiques et sociétales. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles situations peut être un atout précieux dans un domaine comme celui des archives en constante évolution. Voilà un peu des apports des participants. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent agir, réagir. Ok, il y a M. Capé qui a levé la main. Alors, M. Capé, Merci, bonjour Landry, bonjour. bonjour et puis félicitations à toutes les dames qui ont intervenu. C'était des interventions très riches. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Et moi, c'est pas plus une question, mais c'était juste une contribution pour souligner l'importance des femmes dans tout ce qui concerne la gestion documentaire. Nous, on l'apprécie déjà même au niveau de la cellule familiale où en tant qu'homme, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la parfaite maîtrise des documents qui ont trait aux enfants, aux dossiers médicaux des enfants et tout ce qui se passe dans la maison. La femme a plus une place déjà depuis la cellule familiale. Et c'est la raison pour laquelle je suis totalement d'avis avec le fait qu'il faut mettre en avant le leadership féminin dans la gestion des archives et dans les prises de décisions, surtout au niveau de la gestion des archives de nos États. La dernière chose que je voudrais dire, c'est de véritablement encourager les femmes aussi à se lancer dans ce combat-là pour qu'elles puissent avoir plus de visibilité. Parce que comme nous pouvons le constater, lorsque nous lançons des appels, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut travailler aussi, comme Aubé le soulignait, sur le leadership, sur le charisme et autres féminins pour que les femmes aussi puissent s'affirmer et être présentes lorsqu'on discute des choses. Au niveau des hommes aussi, il y a un travail à faire. C'est vrai qu'on a parlé des femmes, mais au niveau des hommes aussi, je pense qu'il faut travailler aussi sur l'éducation et puis le changement de paradigme pour faire émerger tout ce qui est équité, tout ce qui est place de la femme, du genre, dans les activités que nous menons. Si nous voulons réussir, je pense que c'est en nous donnant la main et en donnant la place à chacun de pouvoir s'affirmer dans ce que nous faisons. Vraiment, merci encore à toutes les participants d'avoir accepté de participer. Merci pour la qualité aussi des interventions. On a vraiment apprécié et on prendra pour nous toutes vos contributions pour les transformer et les intégrer dans notre stratégie afin de donner à la femme sa pleine place pour le développement de notre métier au niveau africain et même au niveau mondial. Merci. Merci infiniment. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de notre événement. Je dis merci à tous les participants, merci à vous qui êtes connectés, merci aussi aux interventions très riches de nos intervenantes. En toute franchise, cette semaine est réussie. Et je retiens déjà qu'à la sortie de cette semaine internationale des archives, nous devons militer pour la mise en place du réseau des femmes archivistes en Afrique. Et ensemble, nous allons applaudir l'intervention de tous nos participants. Bravo. Bravo. C'est la semaine internationale des archives. Nous sommes à Londres. Ne sommes pas crispés, mais profitons. C'est notre semaine. On doit célébrer notre journée. On doit magnifier notre journée. On doit partager cette joie qu'on a. Ne soyons pas tristes avec nos blouses. Soyons heureuses avec tout ce que nous avons. Madame Aubé a déjà commencé avec ses t-shirts. Malheureusement, le leadership a fait que... Je suis là encore. Mais je vais porter mon t-shirt demain et on va valoriser. Merci, merci. Docteur Cécile, il serait enchanté de vous rencontrer. Donc, il demande tout le monde, il demande officiellement. Rendez-vous accordé.
Voilà. Ok. Donc, vous êtes témoin. Donc, je viendrai spécialement vous rencontrer. Merci. Il n'y a pas de souci. Pour Tu as faire mon téléphone, tu es sur le WhatsApp, donc il n'y a pas de souci. On peut trouver un créneau pour échanger plus amplement. Merci. 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 Nous avons tenu, nous avons eu 10 minutes de plus que prévu. Merci pour votre attente et merci pour tout. Salut toute la communauté, salut à tous les amis. Bonne fête. Bonne fête. Au revoir. Merci. Ah, nous avons un très bon message. Et félicitations à votre ONG et bonne continuation.